Bonjour à tous et à toutes, c'est Seikoma. Aujourd'hui, on se retrouve pour lancer une nouvelle série de vidéos qui sera dédiée à une catégorie bien spécifique de manga, à savoir les vieux mangas. Dans cette série, je comptais parler de mangas qu'on peut considérer comme sous-cotés, même si je trouve que le terme est un peu utilisé à tout va, donc ne comptez pas sur moi pour parler de gros mangas anciens comme Senseiya ou Yu Yu Hakusho pour ne citer que, parce qu'ils ont quand même une sacrée fanbase qui fera en sorte que leur manga ne tombera jamais dans l'oubli. Non, ici on va parler de mangas qui ont vraiment bien marché à leur époque, mais qui maintenant peinent un peu à trouver une fanbase, et par conséquent, aucun studio d'animation ne prend le risque de l'adapter sous risque de flop. Et pour commencer cette série de vidéos, je voulais donc parler d'un de mes derniers gros coups de cœur, à savoir Karakuri Circus. Alors, pour les plus assidus d'entre vous, je vous vois déjà venir, oui, mais il y a eu un animé récent de Karakuri Circus, oui, mais j'avais quand même envie d'en parler. Et puis si on veut être honnête, l'animé a pas été un énorme succès, et a raison. Adapter un manga de 43 tomes très dense en seulement 36 épisodes, c'est évident que ça allait donner l'impression que ça part dans tous les sens. J'ai aucune idée de la raison de cette adaptation ratée, que ce soit une question de budget ou de temps, mais dans tous les cas, ce n'est pas une réussite, et je considère qu'on peut dire qu'il a jamais existé. Bref, ce manga est exceptionnel et il mérite beaucoup plus de reconnaissance, c'est pour ça qu'on va en parler dans cette vidéo. Pour commencer, on va faire un petit récap en ce qui concerne la parution du manga. Alors au Japon, le manga a été prépublié entre 1997 et 2006 dans le magazine Shonen Sunday. Un total de 425 chapitres qui ont été compilés en 43 tomes au Japon, et en 2018 le manga comptait plus de 15 millions de copies en circulation dans le monde. Un plutôt bon score pour l'époque même si le manga a eu du mal à trouver son public en France. En effet, le manga a premièrement été lancé au début des années 2000 en France, mais n'a pas réussi à trouver son public à côté de gros mastodontes lancés à la même époque comme Naruto pour ne citer que lui. En effet, Delcourt avait visé gros avec ce manga, mais a été contraint d'arrêter définitivement la publication au bout de 21 petits tomes, donc environ la moitié du manga. Pourtant, on sentait qu'il y avait un vrai effort d'effectuer avec un changement de style dans les couvertures du manga, mais qui n'a pas vraiment eu de grands changements. Parmi les raisons évoquées responsables de cet échec, on retrouve le thème un peu atypique et un style pas forcément en lien avec ce qui marchait à l'époque en France. Plusieurs années ont passé entre temps et Karakuri Circus a finalement réussi à trouver une fanbase qui a réclamé très longtemps une nouvelle édition française. Alors pour endosser ce rôle, une maison d'édition parfaite existe, une maison d'édition connue pour importer en France beaucoup de mangas qui sont plébiscités par le public mais que personne n'ose vraiment amener dans le pays, car cela constitue de gros risques. Dans cette liste on retrouve d'énormes bangers comme Kingdom, Grand Blue ou encore Kengan Ashura, mais aussi des petites pépites comme Escala Yokohama, Cannibal, mais aussi Konosuba. Je parle bien évidemment de la maison d'édition Meian qui a tendance à beaucoup écouter les fans sur internet, ce qui est une très bonne chose même si ça se fait au détriment de la livraison des mangas dans les librairies qui arrivent très fréquemment, pour ne pas dire tout le temps en retard de plusieurs semaines parfois. On vous aime quand même les frères. Maintenant que j'ai parlé du retour de Karakuri Circus, on va pouvoir parler de cette foutue édition parce que bordel elle est putain de magnifique. Dès la sortie, j'ai pris les risques de prendre leur abonnement mensuel sans vraiment connaître le manga ni même me renseigner, et autant vous dire que je n'ai vraiment pas été déçu. Que ce soit déjà par la qualité du manga évidemment, sinon cette vidéo n'existerait pas. Mais ce que j'ai vraiment aimé particulièrement, c'est les box qu'on recevait avec les 26 tomes de l'édition de luxe. Au total, 3 box qui contenaient plein d'ex-libris cartonnés, des marque-pages et des posters. Tout ça en payant le même prix que si toi t'achetais les 26 tomes d'un coup comme ça. Donc on peut presque considérer ça comme du bonus. Unexpected bonus! Et mention très spéciale sur le travail qui a été réalisé sur l'esthétique de cette édition, le dégradé des couleurs au fil des tomes rend extrêmement bien quand on aligne les 26 et les jaquettes sont juste magnifiques. Les reliefs et le style cirque appliqué aux couvertures est juste époustouflant. Je pense sincèrement que c'est une des plus belles éditions de manga que j'ai vues de ma vie et sans aucun doute une des plus belles de ma collection. Magnifique! En plus de tout ça, petit bonus à la fin des tomes avec des croquis et des petites notes de l'auteur sur la conception de l'univers. Hop, la transition est parfaite pour faire une petite partie sur l'auteur, à savoir Kazuhiro Fujita. Kazuhiro Fujita est un auteur japonais né en 1964 à Ashikawa et qui est diplômé de l'université Nihon. Mais bon, ça honnêtement, on s'en fout un peu. Le plus important, c'est qu'il a commencé officiellement le manga en 1989 dans le magazine Shonen Sunday. Son premier gros succès au Japon arrive simplement un an après, en 1990, avec le manga Uchiyo et Tora, qui se terminera 6 ans plus tard avant de commencer Karakuri Circus un an après la fin de son précédent manga, et qui augmentera considérablement sa crédibilité dans le milieu du manga. En France, Uchiyo et Tora n'a pas été publié, ce qui je pense est dommage, même si je n'ai personnellement pas lu ce manga, car c'est sans aucun doute un très bon manga étant donné qu'il a quand même remporté le prix Shogakukan. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce prix est sans aucun doute l'un des plus prestigieux au Japon, que ce soit en termes d'argent, une petite somme d'1 million de yens pour le gagnant, rien que ça, mais aussi en termes de visibilité. En effet, l'exposition qu'un auteur obtient en remportant ce concours est gigantesque étant donné qu'il est sponsorisé par la maison d'édition Shogakukan, d'où le nom, qui est tout simplement un mastodonte de l'industrie du manga japonais.
confirmé. À titre d'exemple, parmi les gagnants, on peut retrouver Dr. Slump pour les plus anciens, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, qui sont de la génération d'Uchiho et Tora. Autrement, en manga récent, on pourrait citer Chainsaw Man ou encore Mob Psycho. Alors il y en a beaucoup d'autres, mais vous pouvez regarder la source correspondante en description si vous voulez plus de détails. Suite à la publication de Karakuri Circus, la porte a été ouverte à d'autres maisons d'édition qui se sont permis de publier 2 autres titres de Fujita, à savoir Subutei, sa série la plus récente chez Mangetsu, qui est par ailleurs encore en cours, et publiée dans le Weekly Shonen Sunday, et aussi Crescent Moon Dance with a Monster pour Kiyun. C'était tout pour le résumé très rapide, je vous l'accorde, de la carrière de Kazuhiro Fujita dans le manga, même si j'ai évidemment donné trop peu de détails pour pouvoir couvrir toute sa carrière. En tout cas, le frérot a pas l'air décidé de lâcher l'affaire du haut de ses 60 ans, ce qui est sans aucun doute une excellente nouvelle, je pense, car il faudrait que je me penche très rapidement sur ses autres œuvres pour confirmer ce que je dis. Avant de présenter les différents points qui font que je considère Karakuri Circus comme un grand shonen, il faut commencer déjà par poser les bases. Donc si t'as connecté au moins 2-3 neurones, t'auras compris que le manga est basé sur l'art du cirque, et ce, sous toutes ses formes, ou presque. Dans cette multitude de domaines, le domaine qui va le plus ressortir, ça va être celui du maniement des marionnettes en bois. Et donc là tu penses peut-être aux petits spectacles de marionnettes qui font 50 cm grand max, mais là on est sur une toute autre échelle. Ces marionnettes-là, elles sont à taille humaine. En effet, ces marionnettes n'ont pas été conçues pour amuser les gens dans un cirque, mais plutôt pour tabasser les méchants de cette histoire, les automates. Mais là je saute quelques étapes, donc commençons par parler du début du manga. L'histoire s'ouvre sur un jeune homme d'environ 18 ans qui se prénomme Narumi Kato. Pour le moment, son travail est de se déguiser en ours pour faire de la pub pour un cirque, donc on sait pas qui se cache derrière ce costume, mais on découvrira après à quoi il ressemble, pas d'inquiétude. Et encore heureux, vous imaginez une histoire où le perso principal c'est ça? Il n'y a aucun potentiel de style ou de charisme avec ça. Mais bref, son rôle est d'attirer et de faire rire les passants pour faire en sorte qu'ils viennent au cirque. Mais pas que. Narumi est aussi atteint d'une maladie rare qui se nomme le Zonafa. Cette maladie cause de grosses crises respiratoires à la personne qui en est atteint. Le seul moyen connu de guérir de ces crises est tout simple, faire rire quelqu'un. Sauf que le problème, c'est que Narumi, il est pas drôle du tout. Et pendant ces crises, il aura plutôt tendance à effrayer les passants plutôt qu'à les faire rire, ce qui rendra premièrement son travail difficile, et même sa vie au global qui sera ponctuée par de grosses crises l'empêchant de respirer. Cependant, pendant une de ces journées, il va faire la rencontre de Masaru Saiga, un enfant très jeune qui se promène seul accompagné d'une énorme valise. Narumi sera alors pris d'une crise devant lui et Masaru sera l'un des seuls à rire à ses blagues, lui permettant ainsi de calmer ses crises. Masaru expliqua ensuite à Narumi qu'il cherchait une femme de nom de Shirogane, qu'il devrait normalement trouver près d'un cirque. Ils auront à peine le temps de la chercher que Masaru sera enlevé par des humains ayant l'air très robotiques. Vous l'aurez deviné, c'est là qu'entrent en jeu les fameux automates. Mais alors pourquoi ont-ils comme cible un enfant âgé de même pas 10 ans, vous allez me dire? Eh ben pour l'argent tout simplement, puisque Masaru est l'unique héritier de l'Empire Saiga qui possède une fortune de plus de 18 milliards de yens. Pour donner un ordre d'idée, ça fait quand même presque 115 millions d'euros, donc on comprend mieux d'un coup. Masaru et Narumi vont essayer de s'enfuir en vain, finissant toujours par être attrapés par des automates. Masaru, alors désespéré, logique pour un enfant tu me diras, finira par crier Shirogane au pif comme ça, et il a eu raison, parce que ça paye. Une femme aux yeux et couleur argentée se dresse alors devant lui en l'appelant monsieur et se présente auprès de lui comme étant la Shirogane qu'il recherche. Elle sort ensuite une clé qui va servir à ouvrir la valise que se trimballait Masaru jusque-là. On découvre alors une marionnette géante qu'utilisera Shirogane pour détruire les automates. Et le postulat de ce manga, il tient sur tous les éléments que j'ai cités. Une bataille entre marionnettistes et automates, une mystérieuse maladie rare appelée Zonafa, et le pauvre petit Masaru qui se retrouve en plein milieu de conflits qui le dépassent complètement. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce manga, c'est ce trio de personnages principaux. Alors déjà parce que c'est quand même rare d'en avoir 3 dans un shonen, il y a eu beaucoup de duos de protagonistes mais très peu de trios à ma connaissance. Toute l'histoire est articulée autour de ces personnages sans pour autant qu'ils soient tout le temps ensemble. Et le fait d'avoir autant de possibilités pour orienter l'histoire, ça fait qu'on s'ennuie pas. Parce que le manga avance avec les 3 personnages de multiples manières. Soit on passe de Narumi à Shirogane à Masaru, soit parfois il arrive que 2 personnages se croisent sur la route puis ils se requittent un peu plus tard. Enfin, vous avez compris le concept, le manga joue beaucoup sur ça. Donc déjà, ça laisse très peu de possibilités au lecteur de se lasser ou de trouver que le manga tourne en rond, mais ce qui donne cette impression, c'est aussi la qualité des protagonistes. Que ce soit Narumi, Shirogane ou Masaru, les 3 sont attachants à leur manière et ont un développement très intéressant tout au long du manga. Ils ont tous différents traits de caractère et une histoire propre qui les rendent attachants. Je n'en dirai pas plus évidemment pour laisser le plaisir de la découverte à ceux n'ayant pas lu le manga, mais on se sait. Forcément, quand on est attaché au protagoniste, on se sent beaucoup plus happé par l'histoire du manga. C'est mon cas, et c'est pour ça que tu te retrouves à être content quand les personnages se retrouvent, ou à l'inverse, tu ressens un petit pincement au cœur quand ils se séparent.
Donc si je résume, on a 3 personnages principaux bien distincts, de plus en plus attachants au fur et à mesure que l'histoire avance et qu'on en apprend plus sur eux. Tout le développement de Narumi est basé sur la maladie dont il est atteint, et une maladie incurable, ça donne beaucoup de matière à créer des événements émouvants. C'est difficile de pas ressentir de la peine pour Masaru, qui n'a rien demandé mais qui va devoir grandir et s'adapter bien trop vite pour pouvoir survivre à ce monde et à tout ce qui lui tombe dessus. Et enfin Shirogane, qui elle grandira surtout en côtoyant Masaru et Narumi, qui donne un 3e développement différent très intéressant. Bien sûr, elle a sa propre histoire, mais en parler ici spoilerait déjà un peu le manga, donc je vais m'abstenir. Alors là, on pourrait aussi se dire qu'avec 3 personnages principaux, il y en a forcément un qui est mis de côté. Et j'ai plutôt envie de dire que non. Pendant ma lecture, j'ai pas spécialement ressenti ça en tout cas, mais je m'expliquerai un peu plus en détail sur cet aspect plus tard dans la vidéo. À la rigueur, c'est possible d'avoir ce ressentiment avec Narumi, mais encore une fois, je trouve quand même que c'est très léger. Et en tant que lecteur, j'ai trouvé très attachant les 3 personnages principaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis loin d'être le seul. Effectivement, il y a un nombre incalculable de personnages secondaires en tout genre qui viendront se greffer à l'histoire pour aider nos 3 protagonistes à avancer. Quand je dis nombre incalculable, c'est qu'il y en a vraiment, mais alors vraiment beaucoup. D'ailleurs, l'auteur a tenu à tous les mettre en avant à la toute fin du manga, et je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet de ne pas les oublier parce qu'il ne faut pas les oublier. Ils ont tous eu un rôle déterminant à un moment de l'histoire et dans le développement de nos héros. Le manga contient beaucoup d'arcs différents et donc autant de personnages secondaires qui apparaissent tout au long de l'histoire, ce qui permet de donner énormément de relief au manga. Des personnages qui ne feront pas que aider le protagoniste présent à l'instant T, ces personnages ont aussi une histoire, une famille et des choses à laquelle ils tiennent. Le mangaka se permet à de nombreuses reprises de s'écarter un peu de ses personnages principaux pour développer des personnages secondaires, leur donnant ainsi une histoire, permettant ainsi de donner un peu plus de relief au scénario et de ne pas constamment se focaliser sur Masaru, Shirogane et Narumi. Bien évidemment, leur premier but est de les aider, mais ça n'empêche qu'ils ne sont pas simplement des personnages vides qui ont uniquement ça comme objectif. Le manga est très dense, beaucoup de personnages secondaires gravitent autour des protagonistes, sans pour autant oublier ce sur quoi est basé le manga, parce que c'est sans doute ce qui prend le plus de place dans l'histoire. Si vous avez pas oublié le nom du manga, vous avez sûrement deviné de quoi je parle, l'art du cirque. Le manga s'appelle Karakuri Circus, donc évidemment on retrouve beaucoup d'éléments du cirque dans le manga. Déjà avec le maniement de marionnettes, c'est déjà un bon début, mais ça ne s'arrête pas là. L'auteur a décidé d'aller un peu plus loin et d'inclure beaucoup plus d'arts du cirque différents. Je pourrais pas dire à quel point on est proche de la réalité parce que je suis pas un grand connaisseur de l'univers du cirque, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'au cours de l'histoire, on est plongé dans le fonctionnement d'un cirque et tout ce qui en découle. Les détails seront expliqués pendant votre lecture, mais pour être plus précis, on parle d'un cirque en perdition qui se retrouve à devoir regagner sa renommée par différents moyens, à commencer bien évidemment par le recrutement de différents circassiens, ce qui permettra au cirque d'avoir une palette de numéros plus élargie. Il y en a de tout type, parfois un peu farfelu avec le manger de rocher par le boss du cirque Shinobu Nakamachi, le classique dompteur d'animaux, même si c'est pas très éthique et plus du tout d'actualité dans les cirques actuels. Il y a d'ailleurs une légère prise de conscience d'un point de vue éthique sur le domptage des animaux dans le cirque à la fin du manga et j'ai trouvé ça très cool. Alors il y en a plein d'autres mais je vais pas rentrer dans les détails pour éviter de spoiler. Bien évidemment, c'est pas l'élément du manga qui fait le plus avancer l'intrigue, mais ça reste malgré tout très sympa d'avoir ça à disposition. Quoi de mieux que des petits numéros de cirque afin de détendre un peu l'atmosphère quand le manga allait à toute vitesse pendant plusieurs tomes avant. Je trouve que c'est très intéressant comme apport dans le sens où ça permet de prendre un peu de recul sur l'histoire. Parlons maintenant des références culturelles, car il y en a pas mal. Donc tout d'abord, je vais commencer avec le lien le plus évident, celui avec la Commedia dell'arte. Alors difficile de dire si Kazuhiro Fujita est un grand fan de la Commedia dell'arte, tant il est difficile de trouver des interviews ou des vidéos de lui, mais en tout cas, c'est un aspect culturel bien présent dans Karakuri Circus. À commencer par les personnages, on retrouve beaucoup de personnages dans Karakuri Circus qui ont le même archétype présent dans les scènes de la Commedia dell'arte. C'est le cas avec Narumi, qui représente parfaitement le héros courageux et intrépide. Shirogane peut parfois prendre le rôle de la jeune fille en détresse, ou encore le profil des antagonistes dépourvus de toute émotion humaine. Alors vous allez me dire que ce sont des stéréotypes que l'on retrouve dans beaucoup de shonen, et pour être honnête, c'est totalement vrai. Sauf que dans le cas de Karakuri Circus, on va un peu plus loin dans les détails. En effet, Karakuri Circus tire son inspiration de la Commedia dell'arte également par le biais des masques et costumes. Ces deux éléments ont une place extrêmement importante dans ce type de comédie italienne. Dans le cas du manga, il est très facile de reconnaître certains traits présents sur les masques et costumes. Prenons l'exemple de l'automate Pantalone. Il est très ressemblant au personnage du même nom issu de la Commedia dell'arte, le nez crochu, le visage très ridé, le même type de chapeau qui retombe vers l'arrière. Tous ces éléments ne sont sûrement pas laissés au hasard et on ressent bien l'inspiration qu'a pu avoir Kazuhiro Fujita dans le design de ses personnages. Et c'est loin d'être un cas isolé. Amusez-vous à comparer et vous verrez vous aussi toutes les ressemblances. Cette petite comparaison me permet d'amener mon deuxième point, à savoir les noms de certains personnages. Je l'ai un peu spoilé en parlant des ressemblances physiques du personnage de Pantalone, mais encore une fois, c'est loin d'être le seul. Énormément d'automates et de marionnettes portent un nom qui fait directement écho à la Commedia dell'arte, à commencer donc par Pantalone, mais c'est aussi le cas par exemple de Colombine, Pulcinella, Harlequin et plein d'autres encore.
Voilà tout pour la partie sur la Commedia dell'arte. Encore une fois, je suis pas rentré dans les détails parce que sinon je prends le risque de dévoiler beaucoup trop de personnages, voire même de spoiler, mais si vous avez déjà fini le manga, n'hésitez pas à chercher et comparer, c'est hyper cool de se rendre compte de tous les détails qu'a pu laisser l'auteur un peu partout. L'Italie. Un beau pays, n'est-ce pas? L'architecture exceptionnelle présente dans toutes les villes du pays, une culture resplendissante, une gastronomie qui fait rêver beaucoup de pays, les pâtes, les pizzas, tout ça c'est magnifique. Mais n'oublions pas que le manga c'est une invention japonaise quand même. Parce que c'est bien beau le théâtre italien, la Commedia dell'arte, mais au Japon, il y a bien un peu de culture théâtrale sur laquelle on pourrait s'inspirer, non? Eh bien, figurez-vous que la réponse se trouve dans le titre du manga. En effet, ce que l'on appelle le karakuri, ou plutôt le karakuri ningyo, est un art théâtral japonais qui utilise des marionnettes. Le lien avec le théâtre japonais se fait donc là, le maniement de marionnettes est quelque chose de très répandu dans le théâtre japonais, et même plus globalement dans leur culture. Bien sûr, on parle pas de marionnettes de même taille, c'est évident, celles dans la vraie vie sont faites pour divertir, tandis que dans le manga, c'est pour se battre avec. Petit aparté sur les marionnettes japonaises, car j'ai trouvé quelques informations que je trouve plutôt intéressantes à partager. Tout d'abord, il faut savoir que le mot karakuri signifie mécanisme en français, et ces automates ont comme particularité de reproduire à la perfection les mouvements humains. Plus tôt, j'ai dit que les marionnettes utilisées dans le théâtre japonais et dans Karakuri Circus ne font pas la même taille. Si je vais être précis, ce n'est pas totalement vrai. En effet, il existe différents types de karakuri au Japon. En premier, les ashiki karakuri. Ce terme désigne plutôt les petits automates qui sont grandement utilisés pour simplement décorer des pièces de vie. La vidéo que je vous montre en ce moment même en est le parfait exemple de ce qu'est capable de réaliser ce type de marionnette. Pour être honnête, je trouve vraiment ça fascinant de l'avoir presque prendre vie, et c'est encore plus impressionnant quand on voit le mécanisme nécessaire à tout ça. Ensuite, les dashi karakuri. Ces automates-là sont utilisés lors des nombreux festivals qu'on peut retrouver au Japon, c'est ceux qu'on peut apercevoir sur les chars qui défilent souvent lors de ce type d'événement. Dans ce cas-là, rien à voir avec Karakuri Circus, ils représentent plutôt des personnages du folklore japonais. Enfin, le troisième type de marionnettes se nomme Butai Karakuri. Ceux-là sont ceux qui nous intéressent car ils sont utilisés pour réaliser des spectacles de théâtre. Ils présentent des mécanismes plus sophistiqués car ils sont conçus pour être très fluides dans leurs mouvements et mimer des expressions faciales. Au vu de ces différents éléments, Karakuri Circus est un manga qui se trouve être très théâtral, que ce soit dans les thèmes abordés, on retrouve beaucoup de drame et la notion d'émotion est omniprésente, mais aussi dans les combats. L'utilisation de marionnettes rend les combats très théâtrales quand on les lit. Ou sans forcément se prendre la tête, on peut trouver un lien avec le théâtre. C'est pas forcément quelque chose auquel on porte une grande attention étant donné que ça ne fait pas partie intégrante de l'histoire, mais les liens entre les différents arcs est réalisé par des levées de rideau, à la manière du théâtre qui sépare les différentes parties du spectacle de cette manière. Karakuri Circus, c'est un manga que je considère comme étant très ouvert sur le monde, et ce, pour plusieurs raisons que je vais évoquer. En premier lieu, je voudrais parler de la diversité géographique qui est présente dans le manga, en listant les différents pays qu'on peut observer au cours de l'histoire. Premièrement, et évidemment, on retrouve le Japon, c'est ici que l'histoire démarre et qu'a lieu la rencontre entre Narumi et Masaru. Le scénario change souvent de pays, mais le Japon fait office de point d'ancrage, on finit toujours par y retourner tôt ou tard. En plus, cela permet de toujours faire le lien avec les fameuses marionnettes utilisées par les personnages. Mon vin, mon saucisson, mes traditions, la France est aussi un pays majeur dans l'histoire de Karakuri Circus. Plus précisément, l'histoire se place dans la ville de Quiberon, en Bretagne, un lieu où il fait souvent pas beau, et qui sera donc considéré comme un lieu mystérieux dans l'intrigue du manga. Beaucoup d'éléments sont issus de la France, ce qui en fait un pays qui a eu beaucoup d'influence sur l'esthétisme du manga. Ensuite, on retrouve la Chine. La culture chinoise est présente grâce aux différents arts martiaux que sont amenés à utiliser les protagonistes. Au-delà même de l'utilité en combat, la Chine permet également d'apporter une culture orientale différente de celle du Japon. Enfin, ça me tenait à cœur de parler de la République tchèque, et plus spécifiquement de la ville de Prague, car c'est ici que se déroule une grande partie de l'histoire. Je suis peut-être le seul, mais c'est sans aucun doute le lieu qui m'a le plus marqué dans le manga, peut-être avec Quiberon. J'ai trouvé les décors de cette ville fascinants, et l'ambiance qui en ressortait rendait ce lieu encore plus intrigant. Kazuhiro Fujita a très bien réussi à retranscrire le côté miséreux présent dans la ville à cette époque. J'ai été de passage à Prague un peu après avoir fini le manga, et je peux vous assurer que j'avais l'impression de revoir certaines planches de Karakuri Circus, tant on ressent l'inspiration architecturale. Je vais pas trop en dire pour vous laisser la surprise, mais si certaines personnes ont déjà été à Prague et peuvent confirmer ce que je dis, n'hésitez pas. Voilà tout pour les différents lieux visibles dans le manga, je ne les ai pas tous cités par peur que ça ne fasse trop long, mais pour bien faire les choses, je peux vous dire aussi que la Russie et les États-Unis occupent aussi une place importante dans l'intrigue. Maintenant, j'aimerais parler des personnages. Alors ouais, c'est pas la première fois que j'en parle, mais en même temps vous allez comprendre pourquoi. À commencer par les personnages principaux. Car oui, Narumi et Masaru sont japonais, mais ce n'est pas le cas de Shirogane, qui elle est française, et qui permet d'apporter cette touche légère de culture française qu'on retrouve souvent dans le manga. Autrement, les personnages secondaires que les protagonistes sont amenés à croiser au cours du récit viennent littéralement des quatre coins du monde. On peut passer de l'Angleterre au Brésil, en passant par la Russie ou encore la Chine. Cette diversité de cultures permet d'enrichir l'histoire et parfois même de confronter les cultures entre elles, ce qui peut amener à certaines embrouilles.
Cela dit, il faut savoir qu'aucun des pays majeurs de Karakuri Circus ne sont laissés au hasard. Tous apportent quelque chose à leur manière, que ce soit le maniement des arts martiaux dans le cas de la Chine, mais dans le cas de la France, du Japon et même de la Tchéquie, le lien a lieu avec les marionnettes. En creusant un peu, on trouve que ces trois pays ont une histoire très profonde avec le maniement des marionnettes. Bien sûr, chacun à leur manière, mais cela permet justement d'apporter des points de vue très différents. Voilà qui conclut ce premier épisode de N'oublions pas qui portait sur Karakuri Circus. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et qui sont encore là. J'espère que j'ai pu transmettre tout l'amour que je porte pour ce manga à travers cette vidéo et que j'ai donné envie à quelques personnes l'envie de le lire. Merci à Mayenne d'avoir pris le risque d'éditer ce magnifique manga avec en prime une édition qui le sublime encore plus. Si vous avez des remarques à ajouter ou à corriger, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. De même, si vous avez des mangas qui rentrent dans cette catégorie un peu ancien mais qui a pas forcément eu le rayonnement qu'il méritait, c'est dans les commentaires que ça se passe et je vais peut-être découvrir 2-3 pépites et ce sera avec grand plaisir. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'était Ikoma et on se retrouve pour une prochaine vidéo.